c'est la tempête encore une fois. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On est au deuxième jour de cette Super Week, donc on est le lendemain. Hier vous avez normalement vu la première vidéo sur le premier film, Mission Impossible. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous revoir pour vous raconter l'histoire du deuxième film. Et je vous le rappelle pour ceux qui sont sur cette vidéo, toute la semaine il y aura une vidéo par jour. Chaque vidéo traitera d'un film différent de la saga. Hier on était le premier jour de cette Super Week. Et donc je vous ai parlé du premier film, sorti en 1996, et aujourd'hui je vous parle du deuxième film, Mission Impossible 2, sorti en 2000. L'année 2000, l'an 2000. C'est parti. Alors c'est à double tranchant, soit ce bruit de pluie crée une atmosphère assez détendant, relaxant, agréable pour vous, soit il vous gêne atrocement, et dans ce cas, je ne peux pas faire grand chose, mais moi je trouve que ça a l'air plutôt relaxant. Je me rends pas compte si c'est très fort. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous raconte l'histoire du deuxième film Mission Impossible que j'ai terminé encore une fois il y a quelques heures. Donc je me suis réveillé aux alentours de 8 heures. J'ai fini le montage de la vidéo sur le premier film. J'ai lu un petit peu, parce qu'on ne travaillait pas à cause du temps encore. Et j'ai commencé ce deuxième film sorti dans les années 2000. Alors, est-ce qu'il m'a plu? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Cette fois, il est réalisé, ce film, par un autre directeur de réalisation. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Dans le premier, c'était Brian De Palma. Et pour ce deuxième film, il s'agit de John Woo. Je sais qu'il est connu, je sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que je l'ai au moins vu dans une vidéo de Rachel Corilla, je l'ai au moins entendu une fois. Enfin bref, je vous raconte l'histoire de ce deuxième film, qui ne s'est pas actualisé sur mon téléphone, c'est top. Pour ce deuxième film, nous retrouvons notre protagoniste, Tom Cruise, qui interprète Ethan Hunt. Et donc après le premier film, Ethan a réintégré la CIA et a même été promu, étant donné que c'est dorénavant lui qui dirige l'équipe Impossible Mission Force, à la place de Jim dans le premier film. Alors déjà, le premier truc que j'ai trouvé un peu étrange, Tom Cruise avec les cheveux longs. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas très fan. Vraiment, je trouve que ça lui enlève du charisme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors pour ce deuxième film, direction l'Australie, plus précisément Sydney. Un scientifique a créé un virus appelé la chimère et il veut immédiatement le mettre en lieu sûr pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains. Mais le début du film nous plonge directement dans l'atmosphère puisqu'il se fera tuer. Ce scientifique, en plein vol, ce qu'il possédait va se faire voler par Ambrose. Je vous présente Ambrose, l'antagoniste principal de ce deuxième opus. Et Ambrose, c'est un ancien agent du CIA qui avait pour habitude de remplacer Ethan dans des missions lorsque Ethan n'était pas disponible. Et en fait, pendant cette mission, avec le scientifique, il devait à la base remplacer Ethan. Sauf que il a décidé de tuer le scientifique et de récupérer le contenu de sa mallette pour espérer le vendre et devenir millionnaire, milliardaire. Ethan Hunt se remet donc au boulot, remet les crampons et il va devoir récupérer ce que Ambrose a volé. Il va donc créer une team d'élite, une nouvelle équipe d'élite composée de 3 personnes. Déjà, il va recontacter Luther Stickle qui était présent dans le premier film. C'est le hacker de génie. Donc voilà, déjà, premier membre de l'équipe. Il recrute également William Baird, surnommé Billy. Et enfin, la personnalité la plus étrange de la team, il va recruter une certaine Nia. Nia, c'est pas une agent du CIA, c'est une civile, mais qui a été repérée pour son énorme talent de voleuse. Enfin, c'est ce que Ethan croit, puisque quand il la rencontre, déjà, cliché des films d'action comme ça, un peu à la James Bond, coup de foudre au premier regard, les deux tombent l'un et l'autre sous le charme de manière réciproque de l'autre. Et donc, on a déjà directement
une petite histoire d'amour qui se crée entre les deux, mais Ethan va apprendre qu'en vérité Nia est également l'ex-copine de Ambrose. Et en fait la CIA veut s'approcher de Nia pour s'approcher d'Ambrose et espérer accomplir la mission de cette manière-là. Ethan, qui croyait avoir trouvé la femme de sa vie, doit déjà l'envoyer au casse-pipe puisqu'elle va devoir s'infiltrer dans le repère de Ambrose. Et pour cela, Ambrose il est toujours à fond sur elle, vraiment il est amoureux d'elle. Et pour cela, elle va donc faire semblant de s'être fait attraper par la police, et lui, en sauveur homme des années 2000, il se dit ah bah attends, je vais utiliser mon argent pour la sauver, pour la tirer de ce pétrin. Et c'est ce qui se passe. Et au début, ça marche. Le piège marche. Elle rentre à l'intérieur et elle se rend compte qu'il a un petit disque dur qu'elle lui subtilise pour le donner à Ethan, son vrai amoureux, by the way. Et en regardant le contenu de ce disque dur, Ethan va comprendre que Ambrose ne possède pas le virus, la chimère, mais possède l'antidote. Donc, a priori, rien de très dangereux, étant donné que c'est le virus qui est dangereux. Et donc, il apprend que le virus est en fait toujours dans l'entrepôt de l'entreprise Biosite qu'il a développé. Et donc, la nouvelle mission de Ethan va être de s'infiltrer dans les locaux de Biosite pour récupérer et détruire surtout ces virus. Alors, il réunit son équipe pour s'infiltrer à l'intérieur. Comme d'hab, ce genre de scène d'infiltration, moi j'aime beaucoup. Donc, il est au-dessus de l'immeuble, il saute dans les ouvertures. Je suis très mauvais pour expliquer, mais il saute dans les ouvertures et il se rend à l'intérieur du bâtiment. Pam, 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 pam. Pardon. Et voilà, il se retrouve dans l'endroit où sont préservés, où sont contenus les virus créés artificiellement. Sauf que Ambrose avait tout prévu. Déjà, il a compris que Nia était dans le camp de Ethan et il l'a démasqué et il la piège pour la manipuler. Ensuite, il connaît très bien Ethan étant donné qu'ils ont travaillé ensemble et il sait à quel point Ethan a tendance à ne pas tuer pendant ses missions, et donc il va anticiper sa façon de s'infiltrer pour le piéger encore une fois. Et évidemment ça fonctionne étant donné qu'ils arrivent exactement au moment où Ethan s'apprêtait à détruire la dernière fiole de virus. Et donc l'équipe de Ambrose entre, s'attire à balles réelles de partout. Et alors que il s'apprêtait à détruire la fiole, Ethan, Ambrose dit hop, attends mon gars, amenez-la. Là il se dit comment ça amenez-la, et il voit Nia, qui est donc sa girlfriend, être prise en otage littéralement. Donc il ose plus rien faire. Et Ambrose il va dire ok Nia, tu vas doucement aller chercher cette fiole qui est par terre et tu vas me la ramener. Si tu ne m'obéis pas, je te tire une balle dans le crâne. Donc évidemment ça calme tout le monde et Nia va obtempérer. Et évidemment Ethan ne peut rien y faire, sauf que c'est très mal connaître Nia. C'est une guerrière, c'est une warrior. Elle est prête à se sacrifier pour sa mission et pour Ethan. Elle prend le pistolet à virus, elle se le met dans le bras, elle se le fout dans le bras et elle s'auto-injecte le venin malheureusement. Alors c'est très bien étant donné que Ambrose n'aura plus de contrôle sur le virus, mais c'est pas très bien puisqu'il lui reste 20 heures avant de mourir si on lui injecte pas l'antidote. C'est ce que exactement Ethan va lui dire quand il va la laisser dans l'immeuble en s'enfuyant comme un lâche. Il va lui dire attends, je reviendrai et je te sauverai avec cet antidote. Il s'enfuit, hop là, en parachute, et on se retrouve un peu à la scène finale, l'affrontement final entre Ambrose et Ethan, qui est un peu stylé d'ailleurs. Je vous raconte pas trop ce passage, mais c'est assez stylé. Et au final, il arrive à quitter le QG un petit peu de Ambrose avec l'antidote. Et là, on entame une course-poursuite, mon gars, j'ai jamais vu ça, c'était incroyable. À coups de moto, hélicoptère, voiture, autre moto. C'était vraiment une scène qui a duré un peu longtemps, mais qui était assez impressionnante, étant donné que c'est des cascadeurs. Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, j'avais entendu que Tom Cruise faisait ses propres cascades, mais est-ce qu'il les fait toutes et est-ce qu'il les faisait dès le début? Parce que dans ce deuxième film, Tom Cruise est sur une moto et il fait des cascades de fou. Donc soit c'est fond vert, ce que j'avais pas l'impression,
Rose et Ethan. Ethan en sort évidemment vainqueur, récupère l'antidote et sauve sa bien-aimée Assa de la mort. Et c'est la fin de l'histoire de ce deuxième opus, Mission Impossible. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai moins aimé que le premier film, je vous le dis tout de suite. Alors, il n'y a même pas de dénouement final à la fin. C'est juste un affrontement entre protagoniste et antagoniste. Donc en soi, je vous ai tout spoilé, mais en même temps, je vous ai rien spoilé. C'est un peu long, il se passe beaucoup de choses. Le film est, je crois, 10 minutes plus long que le premier, et pourtant, il passe beaucoup plus lentement. Donc franchement, je l'ai bien moins aimé, et j'ai vu que sur Letterboxd, il était moins bien noté, donc c'est un petit peu l'avis d'autres personnes, je pense. Je trouve que Ambrose est un méchant assez cool. Même si le fait qu'il ait compris, en fait, c'est le cliché des films d'action dans le sens où tout se passe au bon moment. Et il n'y a pas vraiment de tension en fait. Du coup, quand la scène où Ambrose comprend que Ethan va passer par le haut, qu'il va éviter de passer par le bas et tout, quand il le dit, on a l'impression que c'est une info mais capitale. Mais quand il y a la scène qui se passe, on dirait que ça lui a servi à rien parce qu'au final, il arrive juste par en bas. Et enfin bref, ça n'a pas trop de sens. Et je trouve que c'est plus du spectacle qu'un film qualitatif en fait. L'intrigue n'était pas incroyable. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas ce genre de truc, c'était très cliché entre Ethan et Nia, dans le sens où ils sont amoureux dès le premier regard et leur amour est infaillible. Hein. Il n'y a pas eu de moment de doute, il n'y a rien eu de complexe en fait, c'est pas complexe, c'est très simpliste. Et donc j'ai beaucoup moins aimé ce deuxième film que le premier. Voilà pourquoi je l'ai noté que 2 sur 5 sur Letterboxd. Mais c'était quand même sympa, c'était sympa à découvrir, c'est très beau parce qu'il y a très, très grosses cascades qui sont assez impressionnantes. Et voilà, j'ai hâte de regarder le troisième, je pense que je vais me le faire aujourd'hui. Parce que là pour moi il est environ 14h, je pense que je vais me regarder le troisième en fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin parce que c'était assez court, il n'y avait pas grand chose à raconter pour ce deuxième film. Ça va être peut-être des vidéos un petit peu plus courtes pendant cette semaine, mais vous en aurez une par jour. Donc, en soi, c'est win-win. Messieurs, dames, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Dites-moi si le bruit la pluie vous a dérangé. On se retrouve demain, même heure, pour parler du prochain film.